Quelqu'un avait attaché un chiot à un arbre et laissé un mot. Et ce mot me hante encore. Il tremblait là, assis contre le tronc comme s'il voulait disparaître dans l'écorce. La corde épaisse, enroulée autour de son petit corps noir et fauve, semblait le broyer, si serré que la peau se plissait sous la pression. Sa poitrine bougeait à peine, comme si respirer était déjà un effort. Sa patte avant semblait coincée sous la corde, tournée dans une position anormale, comme s'il avait renoncé depuis longtemps à se mettre à l'aise. Juste au-dessus de lui, un papier blanc se balançait dans la brise, scotché maladroitement à l'écorce avec du ruban adhésif transparent. Je distinguais quelques mots tracés en gros feutre noir, mais je ne les lisais pas encore. Tout mon être était rivé sur lui. « Hé bonhomme !» murmurai-je en avançant doucement. « C'est terminé. Je te vois maintenant. » Ses yeux se levèrent vers les miens. C'est là que je vis, sous la corde, sa fourrure gonflée, la peau boursouflée. Je tombai à genoux et tendis la main vers le nœud. Mais il était si serré qu'on aurait dit qu'on avait tiré dessus avec toute la force possible. Ce n'était pas juste autour de son cou. Ça passait sous son ventre, autour de ses pattes, pour l'empêcher de bouger d'un millimètre. Je tirai une première fois. Rien. Je tirai encore, mes doigts glissèrent. Rien à faire. Je n'avais rien de tranchant sur moi. Pas de clé, pas de ciseaux, pas de couteau. Juste mes mains et une panique sourde qui montait en moi, m'étranglant presque. Allez, allez! Je m'acharnais à tirer plus fort, mais tout ce que je réussis à faire, c'était lui arracher un petit gémissement plaintif. Je me reculai aussitôt, les mains tremblantes, « Pardon, pardon, mon grand », et puis soudain la colère. Une colère chaude et brutale. Qui peut faire ça? Qui regarde un chiot et se dit « Je vais le ficeler là et partir ». Je me redressai, attrapai mon téléphone dans mon sac et appelai le service de secours animalier du comté. Ma voix se brisa en donnant ma position. En attendant qu'ils arrivent, je m'assis dans l'herbe, pas trop près de lui, juste assez pour qu'il sache que je ne le laissais pas. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, continuons notre histoire. C'est alors qu'un jogger arriva sur le chemin, un grand type dans la vingtaine, casque vissé sur les oreilles, la sueur dégoulinant de son front. Il s'arrêta, regarda la scène, sortit son téléphone et prit une photo. Pauvre bête, lâcha-t-il d'une voix plate avant de continuer sa route. Je le suivis des yeux, la bouche entr'ouverte. J'avais envie de hurler après lui, mais je me retournai vers le chiot. « Tu n'es pas une photo, soufflai-je. Tu n'es pas un fait divers. » Le papier collé au tronc flottait toujours. Je pris une grande inspiration et forçai mon regard à le lire. Son nom est Milo. Je ne peux pas le garder. S'il vous plaît, soyez gentil. Il aime les gens. Je ne le savais pas encore, mais ce Milo allait bouleverser ma vie. Et je n'avais aucune idée de ce que ce petit berger allemand avait déjà enduré avant moi. Le fourgon du refuge arriva 15 minutes plus tard. Ça me sembla une éternité. Je restais assise dans l'herbe, les genoux ramenés contre moi, les yeux fixés sur chaque frémissement de son corps. Ce prénom, Milo, ne collait pas à une si petite créature si effrayée. Et pourtant, c'était peut-être ce qui le rendait parfait. Un nom qui parlait de force quand il ne lui restait plus que ça pour tenir debout. La femme qui descendit du fourgon, une agente du refuge du nom de Sandra, s'accroupit sans un mot. Elle ne me demanda pas comment je l'avais trouvé. Elle regarda la corde et poussa juste un soupir là. « J'ai de quoi pour ça », dit-elle en sortant un petit coupe-ceinture de sa pochette. Je me crispais. Milo aussi. Mais elle fit preuve d'une douceur remarquable, glissant la lame entre la corde et son pelage, tranchant patiemment jusqu'à ce que la tension cède enfin. Milo ne bougea pas, ne s'enfuit pas. Il s'affaissa juste contre le tronc, comme si ses pattes avaient oublié qu'elles pouvaient s'étirer. Je tendis la main vers lui, plus lentement cette fois, paume ouverte. « C'est fini » murmurai-je. Il ne recula pas. Pour moi, c'était déjà une victoire. « Il est déshydraté » commenta Sandra d'une voix douce. « Et sûrement affamé. Mais je ne vois pas de blessure sérieuse. C'est une bonne nouvelle. » Elle passa un collier de fortune autour de son cou et attendit. Mais Milo ne résista pas. Il se leva lentement, comme si chacun de ses muscles sortait d'un long sommeil, puis fit un pas chancelant vers moi. « Vous voulez venir avec lui ?» proposa Sandra. « On va le ramener au refuge pour un premier examen. » Je hochai la tête sans réfléchir. Je ne voulais pas le laisser, pas après ce que je venais de voir. Le trajet fut silencieux. Milo posa sa tête sur mes genoux, ses yeux mi-clos, la queue toujours rentrée. Je gardai ma main sur lui tout du long. Je voulais qu'il sente quelque chose de stable, même si moi je tremblais. Le refuge était propre, mais bruyant,
trop bruyant pour un chien qui venait de passer, qui sait combien de temps, attaché à un arbre. Son corps se serra contre le mien dès qu'on franchit la porte. « Il faudra l'isoler » lança quelqu'un depuis le fond. « On ne connaît pas son statut vaccinal. »« Je l'ai trouvé dans le parc » dis-je plus fort que je ne l'aurais voulu. Il y avait une note, ils le prirent avec douceur, mais à chaque pas qu'il éloignait de moi, ma poitrine se serrait davantage. Mes mains me semblaient vides. En me retournant, je croisais son regard à travers la vitre. Ses yeux larges, cette supplique silencieuse, ne pars pas. Je me répétais que j'exagérais, qu'il serait bien pris en charge maintenant. Mais en regagnant ma voiture, je savais déjà que je reviendrais. Je n'en avais pas fini avec Milo, et je crois qu'il n'en avait pas fini avec moi. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Milo, attaché et tremblant, son regard planté dans le mien, comme s'il demandait encore « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Je repassais en boucle le moment où je l'avais laissé derrière la vitre du refuge. Je me disais qu'il était en sécurité, nourri, au chaud, mais ça ne sonnait pas juste. Ça ressemblait à une trahison. Vers minuit, je me levai, fis chauffer du thé que je ne bus pas, et restai assise à la table, les yeux perdus sur la photocopie froissée du mot qu'on m'avait laissé. Son nom est Milo, je ne peux pas le garder. S'il vous plaît, soyez gentil. Il aime les gens. Je répétais ces mots dans ma tête comme une prière, ou une malédiction, je ne savais plus trop. Le matin venu, ma décision était prise. Dès l'ouverture du refuge, j'étais déjà sur le parking, les doigts crispés sur le volant, le cœur battant comme si j'allais passer un entretien qui allait décider de ma vie entière. À l'accueil, une jeune femme leva les yeux vers moi, un sourire professionnel accroché au visage. « Vous revenez pour des nouvelles de Milo ?» demanda-t-elle avec douceur. « Oui » répondis-je rapidement. Je voulais juste savoir comment il va. Peut-être passer un moment avec lui, si c'est autorisé. Elle hésita, jetant un coup d'œil vers l'arrière du bureau. « Je peux demander ?» dit-elle enfin. Quelques minutes plus tard, on me fit signe d'entrer dans une petite pièce tranquille séparée par une vitre. À l'intérieur, Milo était couché sur une couverture en boule. Il avait l'air un peu mieux, lavé, plus propre, ses muscles moins tendus. Mais il n'avait pas l'air heureux. Pas encore. Quand il m'aperçut, il leva la tête. Pas précipitamment, pas paniqué, juste attentif. Il attendait. Je m'assis contre le mur du fond, en silence. Je voulais voir s'il se souvenait de moi. Il se leva lentement, traversa la pièce, s'allongea à côté de moi et posa sa tête contre ma cuisse. C'est à ce moment-là que mon cœur se fissura complètement. « Je m'appelle Evelyne », murmurai-je en passant ma main le long de son dos. « Et je crois que toi et moi, on a encore des choses à vivre. » Je restai là longtemps, caressant son pelage, écoutant le rythme apaisant de sa respiration. Puis, quand il fallut partir, je me tournai vers la responsable, une femme en blouse blanche qui me scrutait en silence depuis le couloir. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demandai-je. « Est-ce que je peux le prendre en famille d'accueil ?» Elle releva la tête de son carnet. « Légalement, on doit le garder 7 jours, expliqua-t-elle, au cas où quelqu'un viendrait le réclamer. Après ça, il peut être proposé à l'adoption ou au placement provisoire. 7 jours. Ça me parut une éternité. Je laissai mon numéro, mon mail, tout ce qu'il voulait. « S'il vous plaît », soufflai-je d'une voix tendue, « prévenez-moi au moindre changement. » En sortant, je jetai un dernier regard par-dessus mon épaule. Milo était assis derrière la vitre, ses yeux plantés dans les miens, ses oreilles légèrement abaissées. Je sentis que ce n'était pas terminé, pas encore. Les jours suivants s'étirèrent interminablement. J'allais travailler, je rencontrais des clients. Je visitais des jardins que je devais concevoir, feignant de m'intéresser au système d'arrosage et à la qualité des sols. Mais mon esprit revenait sans cesse à cette pièce tranquille du refuge, à Milo et à son regard silencieux derrière la vitre. Chaque soir, j'appelais le refuge. Je savais que la réponse ne changerait pas avant la fin des 7 jours, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Des nouvelles de Milo ? Il attend toujours. Des personnes intéressées ? Aucune pour le moment. Chaque appel me laissait à la fois soulagée et inquiète. Soulagée que personne ne l'ait réclamé. Terrifiée à l'idée que personne ne le fasse jamais. Je tentais de me raisonner. Je n'avais pas besoin d'un chien. Ma vie était calme, enfin tranquille. Je vivais seul. Pas de désordre, pas de poils partout, pas de bruit. Et pourtant, chaque fois que j'ouvrais la porte de ma maison, un vide m'accueillait. Quelque chose sonnait faux. Je n'en parlais à personne, ni à mes collègues, ni à ma sœur. C'était trop fragile, trop intime. Comme si prononcer son nom à voix haute pouvait me le voler. La 5e nuit, je rêvais de lui. Dans ce rêve, il était toujours attaché à l'arbre. Mais cette fois, c'était moi qui tenais la corde.
J'essayais de défaire les nœuds, mais plus je tirais, plus ils se serraient. Et Milo me fixait sans un mot, juste en attendant, je me réveillais en larmes. Le lendemain matin, je ne pris même pas le temps de boire un café. Je pris mes clés et roulai jusqu'au refuge. Je veux juste le voir, dis-je avant même qu'on m'explique que les horaires de visite n'avaient pas encore commencé. Ils me laissèrent entrer dans la pièce. Quand il me vit, Milo remua la queue. Pas vite, pas fort, mais juste assez pour me dire « Tu es revenu ». Je m'assis au sol et il se pelotonna contre moi comme si c'était notre rituel quotidien. Je sentis quelque chose en moi basculer comme un déclic. « Tu sais » murmurai-je. Ce n'était pas prévu. Je n'étais pas censé m'attacher autant. Mais voilà. Je crois que c'est fait. Je n'avais jamais été mère, je n'y avais même jamais pensé sérieusement. Mais assise là, avec ce petit berger allemand niché contre moi, comme si j'étais la seule chose qui avait du sens dans son monde, j'ai compris quelque chose. L'amour ne demande pas la permission. Il arrive, en silence, plein. Et parfois, il arrive attaché à un arbre avec un mot qui supplie d'être gentil. Le 7e matin, mon téléphone sonna. Ici Déborah du refuge. Personne ne s'est manifesté pour Milo. Il est prêt pour l'adoption ou pour partir en famille d'accueil si ça vous intéresse encore. Je ne la laissais même pas finir. Oui, je viens tout de suite. Je sautai dans mon manteau sans même vérifier ma coiffure. Je ne préparais pas un sac pour lui. Je pris juste mes clés et fonçai. Tout le trajet, la même pensée me tournait en boucle dans la tête. Et s'il avait changé? Et s'il ne se souvenait plus de moi? Et si pour lui, je n'étais qu'une femme qui passe et revient, mais sans importance? Mais dès qu'il le fit en sortir et qu'il me vit, sa queue se mit à battre doucement, puis plus fort, comme s'il essayait de croire que c'était réel. « Il est encore un peu fermé », me prévint Déborah. « Il met du temps à faire confiance. »« Je ne suis pas pressé », répondis-je déjà à genoux. « Il peut prendre tout le temps qu'il lui faudra. » Ils me tendirent la laisse. Milo se plaça à mes côtés, sans tirer, sans hésiter, juste présent. Dans la voiture, il s'assit sur le siège passager, regardant droit devant lui comme un vrai petit passager. Je jetai un coup d'œil sur lui. Et il me regardait moi, pas le paysage, pas le monde qui défilait, juste moi. « Tu es prêt ?» murmurai-je. « Parce que moi, je crois bien que je le suis. » À la maison, je déployais une vieille couverture sur le sol et posais un bol d'eau à côté. Je n'avais encore rien acheté pour lui, comme si, au fond, j'avais peur que trop prévoir gâche ce moment, que ça porte malheur. Milo entra doucement, le museau bas, les oreilles tirées vers l'arrière. Il inspecta chaque recoin, chaque pied de chaise, chaque ombre dans les coins. Il ne fit pas de bruit. Il ne se mit pas à pleurer. Il observa. Puis, après quelques minutes, il vint vers moi, là où j'étais assise sur le canapé, se roula à mes pieds et poussa un long soupir tremblant. Et c'est là que ça me frappa. Il n'était pas seulement entré dans ma maison. Il venait d'entrer dans ma vie. Pour la première fois depuis des semaines, j'envoyais un message à ma sœur. J'ai recueilli un chiot. Il s'appelle Milo. Je l'ai trouvé attaché à un arbre avec un mot. Tu ne croirais jamais ce petit bonhomme. Je joignis une photo. Lui, endormi sur le tapis, la tête posée sur sa patte, ses oreilles légèrement de travers. Quelques minutes plus tard, elle me répondit « Tu as toujours été celle qui ne pouvait pas détourner le regard. Je suis contente qu'il t'ait trouvé. » Je relevai les yeux vers lui. Il dormait, tranquille, dans cet espace entre mon monde et le sien. Pour la première fois depuis longtemps, la maison ne me semblait plus vide. Et je ne me sentais plus seul. Le lendemain matin, pourtant, on frappa à la porte. C'était Déborah du refuge, une pile de papier en main et un regard gêné. « Evelyne, je suis désolée », commença-t-elle doucement. Il y a eu une confusion. Mon estomac se serra. Elle entra, me fit signe de m'asseoir. Milo s'était glissé derrière mes jambes, sa tête dépassant à peine, les oreilles aux aguets. « Je sais qu'on vous avait dit qu'il était prêt », expliqua-t-elle. « Mais, techniquement, pour un chiot trouvé par un civil, la loi impose un délai de 8 jours complets avant placement définitif. Nous en sommes au 7e jour. Il reste donc une nuit obligatoire au refuge, juste par mesure de protection. Si quelqu'un se manifeste demain, on ne prend pas le risque d'un litige. » Je la regardai abasourdie. « Vous êtes en train de me dire que je dois le ramener ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Juste pour une nuit. Je sais que c'est dur, mais c'est la règle. » Je jetai un coup d'œil vers Milo. Il était maintenant assis, la queue immobile, ses yeux fixés dans les miens, comme s'il sentait déjà que quelque chose n'allait pas. « Je ne peux pas lui faire ça », murmurai-je. « Pas après tout ça. Il commence juste à se sentir en sécurité. » Déborah soupira. « Je sais, je déteste ça aussi, mais les règles sont les règles. » Quand j'essayais d'attraper la laisse, Milo recula lentement, comme s'il se souvenait de ce que ça faisait d'être abandonné. Et c'est ça qui m'a brisé. « Je peux rester avec lui ?»
proposai-je soudain, au refuge, toute la journée et la soirée, je ne le quitterai pas. Elle cligna des yeux, surprise. Ce n'est pas habituel, mais je vais m'arranger pour que ce soit possible. Nous sommes repartis ensemble, et à notre arrivée, ils nous ont installés dans une petite pièce calme, rien que pour nous deux. Je me suis assise par terre, Milo s'est couché contre moi, et nous n'avons plus bougé pendant des heures. J'ai lu mes mails, pris des appels, tout en gardant ma main posée sur lui. À un moment, une employée a passé la tête par la porte et a dit en souriant « Vous savez, personne n'a jamais fait ça avant. » Je lui ai répondu doucement « Ce n'est pas juste un chien. » La nuit est tombée, je me penchai vers Milo, la gorge serrée. « Tu es prêt à passer une dernière nuit ici ?» demandai-je, ma voix se brisant légèrement. Il ne répondit pas, bien sûr, mais quand je me levai pour partir, il appuya doucement sa tête contre ma jambe, juste une fois avant de se recoucher sur la couverture. « Demain, promis, je reviendrai pour toi. Pour de bon. » Et cette fois, je le pensais vraiment. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restais allongé, les yeux grands ouverts, à écouter le silence de la maison. Il était assourdissant. Pas de respiration douce sur le tapis. Pas de bruissement de pattes contre le bois. Juste vide. Je regardais l'heure toutes les demi-heures, 2h17, 3h40, 5h01. Dès que le soleil commença à pointer derrière les toits, j'étais déjà debout, habillé, les clés en main. Je me garai devant le refuge 15 minutes avant l'ouverture et je tournais en rond sur le parking comme une adolescente le jour d'un concert. Quand Déborah ouvrit enfin la porte, elle me sourit. « Il est prêt », juste ces 3 mots. Mais ils me redonnèrent littéralement de l'air. Elle me guida jusqu'à la même pièce. Milo m'attendait déjà, assis calmement près de la porte comme s'il avait su, lui aussi. Quand il me vit, il se leva et cette fois, sa queue se mit à battre, rapide et joyeuse. Il poussa un petit aboiement comme une question. « C'est bien toi? C'est maintenant ?» Je tombais à genoux, les bras ouverts. « Viens mon grand, tu rentres à la maison. » Il courut vers moi. Pas en marchant, non, en courant. Il glissa un peu sur le carrelage en s'arrêtant et s'écrasa contre moi comme si j'étais la seule chose qui comptait. Le personnel du refuge nous observait en silence depuis le couloir. Je vis une femme s'essuyer discrètement les yeux. Nous avons signé les derniers papiers. Ils me remirent un dossier avec ses informations d'entrée, ses vaccins. Je jetai un coup d'œil à la fiche. Âge estimé, 4 mois, encore un bébé. Je lui mis son nouveau collier, celui que j'avais acheté la veille, et gardé sur le siège de ma voiture toute la nuit. Un petit médaillon brillant pendait déjà gravé « Milo, s'y trouver, appelé Evelyne ». Nous avons franchi la porte ensemble. Sans hésiter cette fois, juste avec détermination. Dans la voiture, il se roula sur le siège passager, s'étira les pattes arrière et s'endormit presque complètement détendu, enfin en confiance. Je lançai la radio et pendant quelques instants, tout me sembla léger. À mi-chemin, je jetai un coup d'œil vers lui et je surpris son regard sur moi. Pas sur la route, pas sur les voitures qui passaient, juste sur moi. « Tu le crois ?» dis-je en souriant. « Tu es à moi et moi je suis à toi. » En arrivant chez moi, je laissai Milo entrer en premier. Il marqua une pause sur le seuil, reniflant l'air comme pour s'assurer qu'il avait bien le droit d'être ici. Puis il fit quelques pas, explora la pièce d'un bout à l'autre, plus confiant que la veille. Il ne paraissait plus aussi timide, pas cette fois. Au bout de quelques minutes, il revint vers moi, se coucha à mes pieds et laissa échapper ce soupir long et apaisé qu'il poussait quand le monde avait enfin du sens. Je me surpris à sourire, un sourire franc et plein, comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. Les jours suivants me donnèrent la sensation étrange de commencer quelque chose que je ne savais même pas avoir attendu. Milo s'installa dans ma vie comme s'il avait toujours eu sa place ici. Chaque coin de la maison devint doucement le sien. Le carreau ensoleillé près de la porte vitrée où il aimait s'étirer en début d'après-midi. Le bout du canapé où il posait son menton pendant que je buvais mon café du matin. La petite zone près du placard où il s'asseyait en silence chaque fois que j'ouvrais un sachet de friandises. Mais ce n'était pas seulement ses petites habitudes, c'était tout ce qu'il y avait entre elles, sa façon de me suivre dans chaque pièce, pas nerveux, juste curieux, comme s'il voulait toujours m'avoir dans son champ de vision, sa tête penchée à chaque bruit de casserole ou de fourneau quand je cuisinais. Et la manière dont il s'appuyait de tout son poids contre mes jambes quand je m'asseyais au sol avec lui, comme pour s'ancrer à moi. Un après-midi, je le trouvais immobile dans l'encadrement de ma chambre, fixant le miroir. Il aboya doucement, une seule fois, puis tourna la tête vers moi comme s'il était perplexe. Je m'agenouillai près de lui, lui caressant le dos. « C'est toi, mon grand », murmurai-je avec un sourire. Voilà à quoi ressemble un survivant. Plus tard dans la semaine, nous allâmes chez le vétérinaire pour un premier examen.
Milo était nerveux au début, mais l'équipe fut d'une grande gentillesse. Ils le scannèrent une nouvelle fois. Toujours pas de puce, aucun dossier, aucune trace que quelqu'un l'ait cherché. Il avait vraiment été laissé là, attaché à cet arbre, avec ce mot et rien d'autre. Je pensais que ça me mettrait en colère à nouveau, mais non, plus maintenant, parce que, finalement, celui qui avait pris la décision de l'abandonner n'avait pas idée de ce qu'il laissait derrière lui. Il ne savait pas que ce chiot deviendrait la lumière d'une femme qui n'avait laissé personne entrer dans sa vie depuis la mort de sa mère. Il ne savait pas que le laisser partir serait la meilleure chose qu'il ferait pour nous deux. Le week-end suivant, je décidai de l'emmener au parc. Le même parc où je l'avais trouvé. Je pris soin de ne pas nous approcher de l'arbre. Je ne voulais pas raviver ce souvenir ni pour lui, ni pour moi. Nous restâmes dans la partie ensoleillée, sur la pelouse, à écouter les rires des familles tout autour. Milo courut après la balle une fois, puis revint en courant vers moi comme s'il avait besoin de vérifier que j'étais toujours là. Et j'étais là. Je le serai toujours. De retour à la maison, il se pelotonna à côté de moi sur le canapé, posa sa tête sur ma cuisse et poussa ce fameux soupir satisfait qui disait que, pour lui, le monde avait enfin un sens. Je levai les yeux autour de ma maison, et pour la première fois depuis des années, je me rendis compte qu'il ne manquait plus rien. C'est arrivé un mardi matin. Je fouillais une vieille boîte de photos, une de celles que j'évitais depuis des mois, peut-être même des années. Depuis la disparition de ma mère, je n'avais jamais eu la force de trier ses affaires. Mais avec Milo, là, tout paraissait moins douloureux. La présence de ce chiot avait comme adouci les contours de mon chagrin. Il était allongé sur le tapis, me regardant trier les enveloppes poussiéreuses et les clichés jaunis. De temps en temps, il venait poser sa tête sur mon genou ou reniflait une photo du bout du museau, comme s'il sentait à quel point ça me coûtait. Puis je tombais sur une petite enveloppe marquée de l'écriture ronde de ma mère, Evelyne, 10 ans, Daisy. Je me figeais. Dedans, une photo de moi, enfant, serrant dans mes bras notre premier chien de famille. Une petite chienne berger allemand noire et fauve avec les mêmes yeux profonds que Milo. Daisy. Elle avait été mon univers quand j'étais petite. Mon refuge, mon ombre, mon secret. Quand nous l'avions perdue, j'avais pleuré des semaines. J'avais enterré cette photo dans cette enveloppe et ne l'avais jamais regardée depuis. J'ai dû rester immobile longtemps, car Milo s'est redressé et s'est approché de moi, curieux. Il a posé le museau contre la photo, puis l'a délicatement attrapée entre ses dents, a traversé la pièce et l'a déposée sur le lit. Puis il a sauté dessus, s'est roulé dans le creux de la couverture, exactement à l'endroit où je dormais quand j'étais enfant, et il m'a regardé. Je suis resté là, la main sur la bouche. C'était à la fois rien et tout, comme si une part de lui avait compris, comme s'il me disait « Je ne suis pas elle, mais je suis là ». Et peut-être que c'était écrit comme ça. Peut-être que j'avais toujours été destiné à ce qu'il me trouve. Je m'assis à côté de lui, tirais la couverture sur nous deux et murmurais « Je crois bien que tu m'as été envoyé ». Nous sommes restés là pendant des heures. Ce soir-là, je n'allumais pas la télévision. Je ne répondis pas aux mails. Je ne pliais pas le linge. Je me couchais au sol à côté de lui, écoutant son souffle doux contre mon oreille, ma main posée sur sa poitrine. Et entre mon chagrin et ma guérison, une brèche s'était ouverte. Et Milo s'y était glissé, pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour me rappeler que l'amour ne disparaît pas. Il attend, parfois attaché à un arbre avec un mot. La tempête éclata sans prévenir cette nuit-là, une de ces pluies d'été violentes qui s'abattent sur la ville comme une armée en marche. Le tonnerre fit vibrer les vitres, la pluie tambourinait contre le toit, et chaque coup de vent sifflait à travers les fentes de la maison. Milo dormait à mes pieds quand le premier grondement traversa le ciel. Il se redressa aussitôt, oreilles plaquées, queue rentrée, tout son corps secoué de tremblements si forts que je crus sentir le sol vibrer sous moi. Je tendis la main vers lui, mais il se dégagea et fila à toute allure dans le couloir, ses griffes raclant le bois. « Milo !» appelai-je déjà debout, mon cœur serré. Je le retrouvai accroupi dans le coin le plus sombre de la buanderie, tassé derrière le sèche-linge, ses yeux écarquillés par la terreur. Ce n'était pas juste de la peur, c'était de la panique pure. Je tombai à genoux pour essayer de m'approcher. « C'est rien, bébé », murmurai-je, ma voix tremblant presque autant que lui. « Ce n'est qu'un orage. Tu es en sécurité ici. » Mais il ne me croyait pas. Pas encore. Sa poitrine se soulevait à un rythme effréné. Ses yeux continuaient de balayer la pièce comme s'il attendait que le pire arrive. Et c'est là que je compris. Ce n'était pas la pluie, ce n'était pas le tonnerre, c'était un souvenir. La corde, le froid, l'arbre, le vent et la pluie peut-être ce soir-là aussi.
Peut-être que la personne qu'il avait laissée derrière avait choisi une nuit comme celle-ci pour partir. Il ne craignait pas l'orage, il craignait d'être à nouveau abandonné sous la pluie. Je rampais un peu plus près et passais doucement mes bras autour de lui, même si tout son corps tremblait encore contre le mien. « Je ne te laisse pas », chuchotai-je. « Pas maintenant, pas jamais. » Nous restâmes ainsi longtemps. Le tonnerre grondait encore, mais son souffle commença à ralentir. Sa tête glissa lentement sur mon bras. Quand la pluie perdit enfin de sa force, je le convainquis de sortir de sa cachette. Nous sommes allés nous blottir ensemble sur le canapé, sous une grande couverture. J'ai laissé la lumière allumée et entrouvert un rideau pour qu'il voie que le monde continuait dehors, que la pluie ne voulait pas dire adieu. Il s'endormit cette nuit-là contre ma poitrine, son souffle chaud dans mon cou, une patte posée sur mon bras, comme s'il refusait de lâcher prise. Je crois qu'à ce moment précis, il comprit. Cette maison, cette vie, c'était à lui désormais. Et aucune tempête, aucun passé, aucune note accrochée à un arbre ne lui enlèverait plus jamais ça. Le matin se leva sous un ciel d'un or étincelant, comme s'il avait attendu juste pour nous. Milo dormait encore sur moi, lourd et détendu dans ce sommeil profond qu'ont les chiens quand ils se sentent enfin en sécurité. Plus de tremblement, plus de peur dans ses yeux, juste du repos. Je ne voulais pas bouger, je restais là, une main sur son dos, à écouter son souffle régulier. À un moment, je lui murmurais, on y est arrivé, il s'étira, leva ses yeux vers moi, et je vis qu'ils étaient déjà un peu plus légers, un peu moins hantés. Cet après-midi-là, je pris une décision. Nous retournâmes au parc. Pas dans la partie ensoleillée cette fois. Non, l'arbre. Je n'étais pas certaine d'être prête. Mais je savais que nous devions le faire ensemble. Je gardais la laisse lâche dans ma main pendant que nous avancions lentement, côte à côte. Quand nous arrivâmes, je m'arrêtai. L'arbre était toujours là, silencieux et immobile. Plus de cordes, plus de ruban, mais son écorce gardait la marque comme une cicatrice. Milo s'assit à mes côtés, je m'accroupis et posai un petit carton plastifié au pied du tronc. Le même message, celui qui m'avait brisé la poitrine le premier jour. Son nom est Milo, je ne peux pas le garder. S'il vous plaît, soyez gentil, il aime les gens. Mais cette fois, j'y avais ajouté une phrase, à moi. Il a trouvé un foyer et il est profondément aimé. Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Parce que ce n'était plus de la peine, c'était une forme de clôture. Milo renifla l'écorce une fois, puis leva les yeux vers moi, sa queue remuant légèrement comme pour dire « C'est fini maintenant ». « Oui », soufflai-je en lui caressant la tête. « On a fini ici. Nous sommes rentrés plus lentement, comme si nous portions tous les deux un poids plus léger que celui que nous avions amené. » Ce soir-là, il se blottit contre moi sur le canapé, posa la tête sur ma cuisse et poussa ce fameux soupir. Et je pensais à quel point la vie est étrange. Comment un chiot abandonné avec pour seul bagage une note peut finir par sauver une femme qui ne savait même pas qu'elle avait besoin d'être sauvée. Milo n'avait pas seulement survécu. Il m'avait ramené à la vie moi aussi. Les jours qui suivirent furent calmes, doux, presque irréels. Milo s'appropriait mon monde à petits pas et je me laissais faire. Il avait trouvé ses repères. La dalle ensoleillée où il se roulait l'après-midi, le bout du tapis où il aimait se coucher quand je travaillais sur mon ordinateur, le coin de la cuisine où il s'asseyait en silence dès qu'il sentait le sac de friandises s'ouvrir. Il ne réclamait pas, il attendait toujours poliment, mais son regard suffisait à me faire craquer. Et plus je l'observais, plus je comprenais qu'il avait peut-être attendu toute sa courte vie pour que quelqu'un s'arrête enfin pour lui. Et ce n'était pas que les routines, c'était tout ce qui se tissait entre elles. Sa façon de me suivre d'une pièce à l'autre, pas comme un chien inquiet, mais comme un être qui voulait juste être sûr de ne pas me perdre de vue. Son museau posé sur mes genoux chaque fois que je prenais un appel trop long. Sa manière de s'installer contre moi sur le tapis comme un poids doux, silencieux, mais impossible à ignorer. C'était subtil, mais c'était réel. Un soir, en rangeant un carton de vieilles affaires, je tombais sur une petite boîte en bois que j'avais presque oubliée. Dedans, des cartes postales, quelques bijoux de pacotille et une médaille gravée, celle de Daisy, la chienne de mon enfance. Je me figeais en la tenant dans la paume de ma main. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais osé la regarder, de peur que la douleur revienne d'un coup. Et pourtant, là, avec Milo allongé juste à côté de moi sur le tapis, je ne sentis que de la douceur, comme si cette cicatrice, elle aussi, avait eu le temps de se refermer. Je posai la médaille sur le sol devant lui, il la renifla avec attention, puis leva les yeux vers moi comme pour dire « Je sais que ce n'est pas moi, mais je suis là maintenant.
Je souris et dans un murmure à peine audible, je lui dis « Merci d'être venu ». Le week-end suivant, nous retournâmes au parc. Cette fois, pas besoin de détourner le regard de l'arbre. Je le vis de loin et je sentis juste une pointe de tristesse mêlée à de la gratitude. Sans cet arbre, je ne l'aurais jamais trouvé. Nous restâmes dans la grande prairie. Je lançai une balle et il la poursuivit en courant, maladroit et joyeux, comme s'il réapprenait à être un chiot. À chaque fois qu'il la ramenait, il vérifiait d'abord que j'étais toujours là, ses oreilles un peu basses et ses yeux brillants. Et j'étais là. Je le serai toujours. De retour à la maison, il grimpa sur le canapé à côté de moi et posa sa tête sur ma cuisse, poussant ce soupir qu'il réservait au moment où le monde lui semblait enfin à sa place. Et je pensais à tout ce chemin parcouru, à tout ce qu'il avait surmonté. Comment un chiot laissé seul avec pour seul bagage une note avait réussi à recoller les morceaux d'une femme brisée sans même s'en rendre compte. Le lundi matin, je reçus un appel du refuge. La voix de Déborah, chaleureuse, me demanda juste des nouvelles. Je lui racontai les progrès de Milo, comment il commençait à jouer un peu plus, à s'aventurer dans la maison sans crainte, à oser poser sa patte sur mes genoux pour demander des caresses. « Ça ne m'étonne pas », répondit-elle en riant doucement. Je crois qu'il a trouvé exactement la personne qu'il lui fallait. Et je compris que c'était vrai dans l'autre sens aussi. Plus tard dans la semaine, une tempête éclata encore. Cette fois, Milo sursauta, mais ne partit pas se cacher. Il s'assit près de moi, ses oreilles plaquées, mais ses yeux plantés dans les miens. Je le pris contre moi et je sentis qu'il comprenait que désormais, la pluie ne signifiait plus jamais l'abandon. Il resta blotti à mes côtés jusqu'à ce que le tonnerre s'éloigne. Le matin suivant, il avait le regard plus clair, plus confiant, comme si, petit à petit, les ombres de ses souvenirs s'effaçaient. Comme si, pour la première fois, il commençait à croire qu'il n'aurait plus jamais à attendre sous un arbre qu'on vienne le chercher. Je décidai de marquer le coup. Je sortis une nouvelle médaille de la petite boîte de la boutique où je l'avais commandée. Je la fixai à son collier, juste en dessous de la première. Elle brillait sous la lumière du matin. Gravé dessus, on pouvait lire « Ralph, s'y trouver ». Appelé Evelyne. Oui, Ralph, parce qu'il méritait un nom qui évoque la force, un nom à la hauteur de tout ce qu'il avait enduré. Il me regarda avec ses yeux profonds et comprit tout. Sa queue remua lentement, presque timidement, puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que je l'entoure de mes bras. « Bienvenue à la maison, Ralph !» soufflai-je dans sa fourrure. « Cette fois, c'est pour toujours. » À partir de ce jour-là, tout sembla plus léger. La maison avait pris une odeur plus chaude, plus vivante. Il y avait toujours un bruit de pas dans le couloir, un soupir endormi au coin du canapé, un regard brun qui me suivait partout où j'allais. Ralph avait changé l'atmosphère elle-même. Et chaque matin, quand je me levais, j'étais accueilli non plus par un silence pesant, mais par ce petit remuement de queue maladroit mais déterminé, comme un rappel que j'étais attendu. Les semaines passèrent et Ralph se détendait un peu plus chaque jour. Il ne sautait jamais sur le canapé sans que je l'y invite, mais il avait trouvé son coin contre la coudoir, d'où il me regardait lire ou travailler. Il commençait même à jouer tout seul avec une vieille balle en corde que je lui avais achetée, courant à travers le salon avec des aboiements étouffés de temps en temps. Ça me faisait sourire, presque rire, moi qui ne croyais plus être capable de ce genre de spontanéité. Et puis, il y avait ces petits moments. Quand je m'asseyais sur le sol, il venait toujours s'installer tout contre moi, le museau posé sur ma jambe, ses yeux mi-clos, et je sentais son corps s'alourdir au fil des minutes jusqu'à sombrer dans un sommeil paisible. Il ne tremblait plus. Il ne jetait plus de regard inquiet vers la porte. Il savait maintenant que personne ne viendrait le détacher de moi. Un samedi matin, je décidai de l'emmener dans un endroit un peu plus loin, au bord d'un petit lac. C'était calme, presque désert à cette heure. Je garai la voiture et il bondit dehors avec un enthousiasme discret, ses oreilles oscillant au rythme de ses pas. Je m'assis sur un banc et il explora les alentours, reniflant chaque brin d'herbe, chaque pierre, avant de revenir vers moi pour un regard qui disait « Tu es toujours là ?» Et bien sûr, j'étais là. Je le serai toujours. Je sortis mon téléphone et pris une photo de lui, assis devant moi, son collier brillant sous le soleil, son regard tranquille fixé sur moi. Puis je l'envoyai à ma sœur. Quelques minutes plus tard, elle répondit « Tu as vraiment trouvé ton compagnon, hein ?» Je lui écrivis simplement « C'est lui qui m'a trouvé. » Le soir, en rentrant, Ralph alla directement se coucher sur le tapis du salon. Il s'y roula en boule, posa la tête sur ses pattes et soupira. Et à ce moment précis, je compris que je n'avais plus peur du silence. Parce que dans ce silence-là, il y avait son souffle.
Il y avait son poids contre le sol, son odeur qui emplissait la pièce, la promesse silencieuse qu'il serait toujours là. Un lundi, je reçus une lettre du refuge, une petite carte écrite à la main. Déborah y avait glissé quelques mots. Merci d'avoir vu en Ralph plus qu'un chiot abandonné. Merci de lui avoir donné ce qu'il attendait depuis toujours. Vous lui avez changé la vie. Je relus la carte plusieurs fois, un sourire bête accroché à mes lèvres. Mais ce que Déborah ne savait pas, c'est que Ralph avait changé la mienne aussi. Cette nuit-là, je restais éveillé plus longtemps que d'habitude, assise sur le tapis à côté de lui, ma main posée sur sa poitrine. Je repensais à ce premier jour dans le parc, à son corps noué dans la corde, à la note tremblante scotchée au tronc. Son nom est Milo. Je ne peux pas le garder. S'il vous plaît, soyez gentil. Il aime les gens. Et je me dis que la personne qui avait écrit ces mots avait, sans le savoir, lancé la plus belle histoire de ma vie. Plus tard dans la semaine, en triant encore quelques affaires dans un carton de photos et de souvenirs de ma mère, je tombais sur un vieux carnet de notes que j'avais écrit enfant. Sur la première page, il y avait un dessin maladroit d'un chiot et quelques mots d'une écriture hésitante. Quand je serai grande, je sauverai tous les chiens perdus. Je souris en voyant ça, puis tournai la tête vers Ralph, qui dormait à quelques pas de moi. Comme si, quelque part, la petite fille que j'avais été avait su. Je reposai le carnet, m'allongeai à côté de Ralph et murmurai en le regardant dormir. « Tu vois, j'avais promis. Et toi, tu es la preuve que je tiens mes promesses. » Sa queue remua faiblement dans son sommeil. Comme pour me dire qu'il avait entendu. Le lendemain matin, le ciel était clair et le vent doux, presque tiède. Je décidai d'emmener Ralph marcher jusqu'au centre-ville. Il n'y avait rien de particulier à y faire, juste l'envie de le voir découvrir encore un peu plus de mon monde. Il trottait à côté de moi, sa queue balançant doucement, ses oreilles oscillant au gré des sons de la rue. Je remarquais les regards des passants. Certains s'arrêtaient pour sourire, d'autres murmuraient des mots gentils en nous croisant. « Il est magnifique !» ou bien « Quel beau chien !» Et moi, à chaque fois, je retenais un sourire, le cœur gonflé de fierté. Devant une vitrine, Ralph s'arrêta net et fixa son reflet. Il pencha la tête sur le côté, comme perplexe. Je m'accroupis à côté de lui, posai ma main sur son dos. « Oui, mon grand !» dis-je dans un murmure. « C'est toi, là. Tu ne le sais pas encore, mais tu es un survivant. » Un peu plus loin, une dame âgée qui promenait son caniche s'arrêta à notre hauteur. Elle pencha la tête en regardant Ralph et lança doucement comme si elle comprenait plus que les autres. Il a les yeux d'un chien qui a tout vu, mais qui a quand même choisi d'aimer. Je la remerciai d'un sourire, la gorge nouée. C'était exactement ça. De retour à la maison, Ralph alla se coucher dans son coin préféré, près de la porte vitrée où le soleil frappait le carrelage. Je m'assis sur le canapé, l'observant, incapable de détourner le regard. Et soudain, sans prévenir, les larmes me montèrent aux yeux. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose, comme si toutes les cicatrices invisibles qu'il portait faisaient écho aux miennes, et que, par je ne sais quelle magie, on s'était retrouvés exactement quand il le fallait. Le soir venu, j'écrivis un message à ma sœur. Je crois que j'avais oublié ce que c'était d'aimer sans peur, mais lui, il me le rappelle un jour après l'autre. Elle me répondit presque aussitôt. « C'est ce qu'ils font, Evelyne. Ils nous sauvent, même quand c'est nous qui croyons les sauver. » Les jours suivants, je pris l'habitude de l'emmener au parc tous les matins. À force, les familles qui venaient là le connaissaient. « Bonjour Ralph », disaient les enfants en courant vers lui pour le caresser. Et lui, patiemment, les laissait passer leurs petites mains dans sa fourrure, comme s'il comprenait que c'était son rôle maintenant. Être là, être doux, être solide. Un soir, la pluie commença à tomber doucement. Je remarquais qu'il la regardait tomber derrière la vitre, sans bouger, sans trembler. Je m'approchai, glissai ma main sous son collier et murmurai « Tu vois, la pluie, ça ne veut plus rien dire maintenant. Tu es ici, tu es à la maison. » Il tourna la tête vers moi et ses yeux brillaient d'une sérénité nouvelle. Quelques jours plus tard, alors que je feuilletais un vieil album photo, il vint se coucher près de moi, la tête sur mes genoux. Je tombai sur une photo de moi, toute petite, serrant Daisy dans mes bras, son collier brillant presque autant que mes yeux d'enfant. Je la glissai dans la couverture de l'album et caressai la tête de Ralph. « Tu ne remplaceras jamais Daisy, mais tu es le miracle dont j'avais besoin maintenant. » Cette nuit-là, je le sentis venir se coucher à mes pieds. Puis il se redressa, grimpa doucement sur le lit et vint poser sa tête sur mon épaule. Je restai là, éveillé, écoutant son souffle chaud contre ma joue, ses pattes repliées, son poids rassurant. Et pour la première fois depuis des années, je m'endormis sans peur du lendemain. Les jours devinrent des semaines, et Ralph faisait désormais partie de chaque respiration de ma vie.
On avait trouvé notre rythme, notre routine. Chaque matin, il attendait près de la porte d'entrée, ses yeux déjà éveillés avant même que je ne sois totalement sorti du lit. Il me saluait d'un petit remuement de queue, discret mais impatient, comme pour me dire qu'une nouvelle journée nous attendait et qu'il ne voulait en manquer aucune minute. Les voisins commencèrent à le connaître aussi. Le facteur, un certain monsieur Carter, lui lançait toujours une petite caresse sur la tête quand il déposait le courrier. Une mère du quartier, qui promenait ses jumeaux dans une poussette, s'arrêtait parfois pour lui dire bonjour. « Il est si gentil, votre chien », me glissa-t-elle un matin. Et je répondais invariablement la vérité, « Oui, il l'est plus que je ne pourrais le dire ». Un soir, alors que nous revenions d'une promenade au crépuscule, je m'arrêtais devant ma porte, Ralph à mes pieds, et je pris soudain conscience que tout avait changé, que cette maison, qui me paraissait autrefois vide et glaciale, s'était remplie de chaleur, et pas seulement grâce à son souffle ou à ses pattes sur le plancher, mais grâce à tout ce qu'il avait réveillé en moi, comme si, à force de l'aider à retrouver confiance, c'était moi que je guérissais aussi. Plus tard dans la semaine, un orage éclata à nouveau. Le tonnerre éclata brutalement, secouant les vitres de la maison. Je sentis Ralph tressaillir à mes pieds. Mais cette fois, il ne s'enfuit pas se cacher. Il resta planté là, les oreilles légèrement abaissées, ses yeux posés sur moi. Je me baissai, lui pris doucement la tête entre les mains et chuchotai. « Je suis là, Ralph. Il ne t'arrivera plus jamais rien. » Ses muscles se détendirent peu à peu. Il se contenta de venir se coucher à mes pieds, son museau contre mes chevilles, et finit par s'endormir malgré le grondement dehors. Je le regardai un long moment et je sentis un sourire naître malgré moi. Le lendemain matin, il y avait un arc-en-ciel dans le ciel clair. Ralph, lui, dormait encore, allongé de tout son long sur le tapis du salon, sa poitrine se soulevant doucement à chaque souffle. Je m'assis à côté de lui et passai ma main dans sa fourrure tiède. Je murmurais presque sans y penser « Tu n'as plus à avoir peur, tu n'es plus seul, plus jamais ». Un samedi après-midi, je pris une décision que je remettais depuis des jours. Je retournai au parc, mais cette fois, j'avais préparé un petit cadre photo que j'avais glissé dans mon sac. À l'intérieur, la fameuse note, celle qui avait été laissée sur l'arbre le premier jour, et en dessous quelques mots que j'avais ajoutés à la main. Il a trouvé un foyer, et il est profondément aimé. Ralph et moi marchâmes côte à côte jusqu'à l'arbre. Je m'accroupis à son pied, posai le cadre à même la terre, puis je caressai doucement l'écorce rugueuse. Le vent dans les branches semblait chuchoter quelque chose, comme une promesse tenue. Ralph renifla le tronc, leva les yeux vers moi, et sa queue remua doucement comme pour dire « On peut rentrer maintenant ». « Oui », soufflai-je, « on a fini ici ». Sur le chemin du retour, il trottait à côté de moi, détendu, la tête haute, comme s'il comprenait qu'on avait laissé derrière nous le dernier fantôme. Le soir, il se coucha à mes côtés sur le canapé, il posa sa tête sur ma cuisse et poussa ce long soupir qu'il réservait au moment où tout allait bien. Je posai ma main sur son dos et me surpris à penser à la première fois que je l'avais vu, noué dans cette corde, tremblant, avec cette note désespérée accrochée à un arbre, et je réalisais que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le tout début. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve doux et silencieux. Ralph et moi avions trouvé notre équilibre. Il ne lui fallait pas grand-chose pour être heureux. Une promenade le matin, un rayon de soleil où se rouler dans l'après-midi, un coin sur le canapé le soir pour se blottir contre moi. Et moi, je n'avais plus besoin de grand-chose non plus. Juste de savoir qu'il était là, que ses yeux bruns continuaient de me chercher dans la pièce, que son souffle régulier emplissait la maison. Un matin, alors que je préparais mon café, je l'entendis s'agiter dans le salon. Je me retournai pour voir qu'il avait saisi un de ses jouets et qu'il s'amusait à le lancer lui-même, le rattrapant dans un demi-saut maladroit. Je m'appuyai contre le plan de travail, une main sur la tasse brûlante, et je le regardais un long moment. Chaque éclat de vie en lui était comme une victoire sur la peur qu'il avait habité le jour où je l'avais trouvé. Ce soir-là, alors qu'il dormait à mes pieds, je pris mon téléphone et rédigeai un long message à Déborah, la responsable du refuge. Je lui racontais à quel point Ralph avait changé, à quel point il était devenu confiant, doux et combien il avait transformé ma vie. Quelques minutes plus tard, elle me répondit juste « Merci de lui avoir donné la chance d'être le chien qu'il aurait toujours dû être, et merci d'avoir laissé la place qu'il fallait dans votre cœur. » Je posai le téléphone, puis je me penchai pour déposer un baiser sur le front de Ralph. Sa queue remua doucement dans son sommeil. Quelques jours plus tard, je reçus une invitation à une petite collecte de fonds organisée par le refuge. Il demandait aux adoptants s'ils voulaient venir témoigner et présenter les animaux qu'ils avaient sauvés.
Je n'avais jamais aimé parler en public, mais quelque chose en moi me poussa à accepter. Parce que, si quelqu'un avait besoin de voir ce que peut devenir un chien abandonné, Ralph en était la preuve vivante. Le jour venu, je l'avais brossé soigneusement et j'avais même accroché à son collier un petit nœud bleu que ma sœur m'avait donné pour l'occasion. Il se tenait assis à côté de moi, calme mais attentif, ses yeux suivant chaque mouvement autour de nous. À mon tour de parler, je pris une inspiration, la main posée sur son dos, pour me donner du courage. Je racontais son histoire, celle du parc, de la corde, de la note, et je terminais simplement par ces mots. Je croyais l'avoir sauvé, mais en réalité, c'est lui qui m'a sauvé. Il y eut un silence dans la salle, puis des applaudissements. Ralph leva la tête vers moi comme pour dire « Tout va bien maintenant ». Et pour la première fois depuis longtemps, je crus moi aussi à ces mots. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais au bord de la route pour acheter 2 pâtisseries dans la petite boulangerie du quartier. Ralph, bien sûr, n'eut droit qu'à un biscuit pour chien. Mais il semblait tout aussi fier de son prix que moi du mien. Ce soir-là, il s'allongea sur mes jambes, le museau tourné vers moi, ses yeux lourds de sommeil mais toujours remplis de cette lumière douce qui disait qu'il comprenait, que je n'étais plus seul, que lui non plus. En le regardant ainsi, je me dis que la personne qui l'avait abandonné n'aurait jamais pu imaginer ce qu'elle déclenchait. Elle n'avait pas seulement noué une corde autour d'un chiot, elle avait tissé un lien entre 2 solitudes. Et c'était bien plus fort que n'importe quel nœud. Les jours qui suivirent cette soirée au refuge semblèrent plus lumineux, plus faciles. Comme si, en racontant son histoire devant ces inconnus, j'avais enfin pu la libérer. Et Ralph aussi. Lui qui, il y a à peine quelques mois, se terrait dans l'ombre d'une buanderie au premier grondement de tonnerre, traversait désormais la maison d'un pas tranquille, même sous la pluie, la tête haute, le regard assuré. Un matin, en me levant, je le trouvais déjà assis devant la porte vitrée, à contempler le jardin comme s'il surveillait son royaume. Il se retourna quand il m'entendit, remua la queue et trottina vers moi pour frotter son museau contre ma main. Je ris doucement, me penchant pour l'entourer de mes bras. On forme une bonne équipe, toi et moi, tu sais ? Dans le jardin, il courut après un papillon, le museau levé, les pattes encore un peu maladroites, mais pleines d'une énergie nouvelle. Et en le regardant ainsi, libre, heureux, je me sentis moi aussi plus légère. Comme si, à force de soigner ces blessures invisibles, j'avais commencé à guérir les miennes. Ce jour-là, je pris une décision que je repoussais depuis longtemps. J'allais chercher dans le tiroir de mon bureau le carnet où ma mère consignait toujours ses pensées. Je ne l'avais jamais rouvert depuis son décès. En le feuilletant, je tombais sur une page où elle avait écrit « On ne choisit pas toujours qui l'on sauve, mais on peut toujours choisir d'aimer ». Je refermais doucement le carnet, les yeux embués, et je caressais la tête de Ralph, blotti contre mes jambes. Le week-end suivant, nous retournâmes au parc pour notre promenade rituelle. Mais cette fois, quelque chose me poussa à bifurquer vers l'arbre. Il était toujours là, immobile, imposant, témoin silencieux de notre premier jour. Je m'agenouillais et laissais ma main glisser sur son écorce, rugueuse et marquée. Ralph s'assit à côté de moi, la queue posée calmement sur l'herbe. Je murmurais presque pour moi-même « C'est ici que tout a changé ». Puis je sortis de ma poche une petite plaque gravée que j'avais commandée. Je la fixai au pied de l'arbre, juste à côté du cadre que j'avais laissé il y a quelques semaines. Sur la plaque, on pouvait lire « À tous ceux qui attendent qu'on les voie, vous n'êtes pas invisibles. Vous méritez d'être aimés ». Je me relevai et Ralph me regarda avec ce même regard plein de promesses silencieuses. Comme s'il comprenait ce geste, comme si ça comptait aussi pour lui. Sur le chemin du retour, je le regardais trotter à mes côtés, la laisse lâche entre nous, et je compris que je ne l'avais jamais vraiment adopté. C'était lui qui avait décidé de m'adopter, lui qui avait choisi de rester. Le soir, alors qu'il dormait déjà, roulé en boule contre le canapé, je me surpris à lui chuchoter « Merci Ralph, merci d'avoir attendu ce jour-là, merci de ne pas avoir cessé d'espérer, merci d'être entré dans ma vie ». Ses oreilles frémirent dans son sommeil et il poussa un de ces longs soupirs de contentement. Celui qui voulait dire que pour lui, le monde allait enfin bien. Le lendemain matin, le soleil entrait en larges rayons chauds à travers les rideaux. Ralph dormait encore, profondément, la tête posée sur mes pieds. Je restais immobile un moment, simplement à l'observer. Sa respiration lente et paisible, la façon dont ses pattes tressautaient légèrement dans un rêve, son expression douce. Il n'y avait plus rien du chiot terrorisé attaché à cet arbre, ce n'était plus qu'un souvenir lointain, effacé par des semaines de confiance, d'amour et de routine partagée. Je me levai, allai préparer du café et remplis son bol d'eau.
Quand il entendit le bruit du sachet de croquettes, il s'étira longuement et trottina jusqu'à la cuisine, la queue battant tranquillement. Je me penchai pour le saluer, caressant doucement l'arrière de ses oreilles. « Bonjour toi. Prêt pour une nouvelle journée ?» Il leva les yeux vers moi et me répondit d'un petit mouvement de tête, presque comme s'il comprenait chaque mot. Ce matin-là, j'avais rendez-vous dans un parc différent pour une collecte organisée par une association locale de sauvetage d'animaux. Une bénévole m'avait appelé quelques jours plus tôt, après avoir entendu mon témoignage au refuge. Elle m'avait demandé si je voulais venir simplement pour raconter notre histoire à d'autres, pour encourager d'autres familles à tendre la main à ceux qui attendent encore. J'avais hésité, bien sûr, mais quelque chose en moi me disait que c'était la bonne chose à faire. Alors, nous étions partis, Ralph assis sur le siège passager, regardant la route défiler calmement. Quand nous sommes arrivés, plusieurs bénévoles nous ont accueillis, et l'un d'eux m'a même souri en disant « C'est lui, hein, le fameux Ralph !» Je hochai la tête, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Ralph, lui, resta parfaitement tranquille à mes côtés, comme s'il avait su depuis toujours que ce jour viendrait. On m'a tendu un micro et j'ai pris une grande inspiration. Les mots sont sortis sans que j'aie besoin d'y penser. Je leur ai parlé de ce matin dans le parc, de la corde, de la note, de la panique dans ses yeux, de cette voix intérieure qui m'avait dit « Ne tourne pas le dos, pas cette fois ». Puis j'ai parlé de toutes ces petites victoires depuis, du premier soir où il avait osé poser la tête sur mes genoux, du premier matin où il avait joué tout seul, de la première tempête où il était resté à mes côtés. Je me suis arrêté, cherchant Ralph des yeux. Il était là, assis calmement, me regardant avec ses grands yeux bruns remplis de douceur. Et j'ai terminé simplement « Il y a des milliers d'autres chiens comme Ralph, des milliers de notes accrochées à des arbres ou laissées sur des cages. Des milliers d'histoires qui attendent juste que quelqu'un dise « Tu comptes pour moi. Si vous avez une place dans votre cœur, même petite, faites-le. Vous ne sauverez pas seulement un chien. Il vous sauvera aussi. » Un silence a suivi, puis des applaudissements timides, puis francs. Je me suis sentie plus légère que jamais. Quand nous sommes rentrés à la maison, le soleil commençait déjà à se coucher. Ralph monta sur le canapé, se roula contre moi et poussa un long soupir satisfait. Celui que je connaissais maintenant par cœur. Je passai ma main sur son dos et je murmurais presque pour moi-même « Tu vois, on a trouvé notre maison, toi et moi, pour toujours. » Et ce soir-là, dans le silence doux de ma petite maison, je compris que parfois l'amour ne frappe pas à la porte. Il vous attend patiemment, attaché à un arbre, avec une note qui dit juste « Il aime les gens ». Et c'est tout ce qu'il fallait pour changer nos vies à jamais.